Donc c'est la suite de la capsule sur la monnaie, sur le dollar. Et dans cette discussion d'aujourd'hui, je vais principalement expliquer comment, en plus du dollar, les Américains ont réussi à prendre un contrôle véritable sur l'économie mondiale, la géopolitique mondiale et finalement la société mondiale. Et avec des conséquences très fortes, puisqu'on va évoquer le wokisme, on va évoquer la dette, mais on va évoquer évidemment les guerres, on va évoquer la malbouffe, on va évoquer la santé telle qu'elle est prise en main lors des différentes pandémies auxquelles on vient d'assister depuis H1N1 et plus récemment le Covid. Alors peut-être juste en introduction, je voudrais dire qu'on est quelque part à la veille de l'introduction et de l'imposition dans un grand nombre de pays de systèmes de monnaie numérique qui iront avec une identité numérique, qui seront finalement l'ensemble intégré dans un portefeuille numérique qui inclura les données de santé. Donc dans tous les pays du monde, on voit que ces données sont de plus en plus intégrées dans des clouds, souvent gérés par des sociétés américaines. Par exemple, en France, c'est Microsoft qui gère le cloud de la sécurité sociale, donc des données médicales des Français. C'est pas une société française, ni même une société européenne, c'est donc une société américaine qui a été choisie. Et souvent, de toute façon, les technologies de cloud sont entre les mains de sociétés comme Hewlett-Packard, Amazon, etc. Mais j'y reviendrai un peu. Aujourd'hui, la Banque centrale d'Australie annonçait d'ailleurs le lancement de sa monnaie numérique en expliquant qu'elle était exactement pareille que la monnaie réelle. Donc c'est une période de test et si le test est concluant, elle sera complètement généralisée, voire imposée, et elle permettra de faire disparaître ce qui est l'objectif final, la monnaie papier en fait. Et donc un véritable contrôle complet des mouvements d'argent, d'où il arrive vers vous et d'où vous l'envoyez. Il n'y a plus de secret, puisqu'il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de secret. Le seul moyen d'avoir une forme de secret, ce sera le troc. Ensuite, on a les monnaies blockchain. Donc, elles étaient relativement prometteuses. On a vu qu'elles sont montées considérablement, avec en particulier le Bitcoin et d'autres monnaies. Mais il y a eu des intermédiaires qui ont été créés, puisqu'en fait, plus les monnaies numériques étaient démocratisées, plus il y avait besoin de personnes pour faciliter l'usage de ces monnaies par de nouveaux utilisateurs. C'était comme au début d'Internet. Et avant que Google et différents moteurs de recherche interviennent, pour se retrouver dans l'Internet, c'était extrêmement difficile. Grâce à eux, c'est devenu facile. Et c'était la même chose dans les blockchains. Et un des acteurs leaders de ce marché est la société FTX, qui est très connue parce qu'elle elle est en liquidation. Son patron Sam Bankman-Fried était manifestement très lié, encore une fois, aux démocrates américains. C'est une société qui laisse derrière elle une ardoise en milliards de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté, en tirant la ficelle, que c'était une société qui était très implantée en Ukraine. Et donc une question a été posée, puisque les blockchains laissent une trace totale, mais pas non plus de visibilité pour le grand public, le fisc ou les différentes administrations. Est-ce que FTX a servi à blanchir et de lessiveuse des aides considérables en centaines de milliards qui sont données depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine aux Ukrainiens? Est-ce qu'une partie est revenue? Est-ce qu'une partie a servi à corrompre? On sait qu'il y a des millions en liquide qui se sont baladés dans des valises, mais combien de millions ou dizaines de millions ont pu s'en servir? Donc on voit que les blockchains sont controversées parce qu'elles servent aux États, mais elles permettent aussi aux particuliers d'échapper à ce système de contrôle complet. Jusqu'à quand? On sent que de toute façon, partout, les monnaies type blockchain sont une cible et ça a eu forcément un impact très fort sur leur cours, puisque elles sont à peu près au tiers de leur cours maximum. On parle de monnaie, donc monnaie c'est également beaucoup de sources de conflits entre les États pour ce désir hégémonique. Donc les Américains en fait
comme je l'expliquais dans une autre capsule, ont déconnecté leur monnaie de l'or, comme toutes les monnaies, puis on fait en sorte que les différentes monnaies du monde se connectent à eux et ils assuraient un taux de change plus ou moins fixe, même s'il était assez rapidement plus connecté à l'or, mais c'était un taux imposé, entre guillemets, parce que c'était la monnaie des échanges mondiaux, essentiellement parce que c'était la monnaie des échanges dans le domaine des énergies. C'est pour ça qu'on parlait du pétrodollar. Et cette hégémonie est mise en cause, a été mise en cause, par exemple, avec la Libye de Kadhafi qui voulait créer une monnaie panafricaine et utiliser les réserves considérables que son pays avait accumulées avec l'or. Et beaucoup de personnes se demandent si, compte tenu du fait que tout ce qui a été déclaré au moment de la guerre en Libye s'est avéré complètement faux, si cette opération lancée par la France, l'Angleterre et les États-Unis n'était pas là en fait pour protéger le franc CFA et protéger le dollar, puisqu'un nouveau pays aurait pu utiliser pour ses exportations de pétrole et de gaz une autre monnaie que le dollar, et ça aurait pu inciter d'autres pays de la région, donc des pays du Maghreb, mais également d'autres pays du Proche et Moyen-Orient, à prendre cette voie-là, voire même des pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique latine. Donc on a un véritable enjeu au niveau de la monnaie, en tout cas la monnaie dollar comme instrument de pouvoir. Évidemment, la monnaie euro et le yuan chinois sont des monnaies importantes, mais pas aussi significative que ne l'est le dollar. Mais ça, je l'ai largement explicité dans une autre capsule, avec Chantal également, qui est revenue et qui, suite à cette introduction, me posera des questions. Donc, par ailleurs, l'or, puisqu'on parle souvent de l'or quand on parle des monnaies, ou l'argent, on remarque que c'est plus véritablement une référence. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent qu'en cas de crise ou autre, le cours de l'or devrait monter. Alors maintenant qu'il y a l'or, les bitcoins, énormément de choses, on se dit mais c'est très étonnant parce que tout ça ne monte pas. Or ce sont des instruments de sécurité et de libération. Pourquoi ça ne monte pas ? Parce que sur les différentes places de marché et bourses mondiales, on a créé bien plus d'or qu'il en existe sur Terre. C'est-à-dire que vous pouvez acheter de l'or papier, exactement comme à une certaine époque, les dollars qui étaient garantis sur l'or, et finalement on s'est rendu compte que les Américains faisaient beaucoup plus de dollars qu'ils n'avaient d'or en stock. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que les cours de l'or sont entre guillemets maintenus bas. Donc il y a des opérations de bourse qui sont faites par les acteurs anglo-saxons qui contrôlent entre guillemets ces marchés pour s'assurer que le cours de l'or ne monte pas trop et éviter de créer une situation de défaut de paiement. Alors je vous rappelle que c'était exactement ce qui s'était passé pendant la crise des subprimes en 2008, c'est-à-dire que cette crise aurait dû exploser bien avant, mais les acteurs importants du marché en fait ont maintenu l'apparence que c'était un marché sain jusqu'à ce qu'ils aient réussi à se débarrasser d'une grande partie en fait de leurs actifs pourris liés au subprime. Et en général, ils s'en débarrassent avec des grandes institutions européennes, donc non américaines. Et on se rappelle, par exemple, que dans le cas de la crise des subprimes, dans les heures précédant l'explosion de la bulle, eh ben, des banques suisses, allemandes et autres s'exposaient en centaines de millions, en milliards, alors que toute analyse sérieuse savait que ça ne fonctionnait pas. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même les gens qui manipulent ces fortunes-là, souvent ne comprennent rien. Donc ils se retrouvent au bar, au pub, ils lisent des lettres d'analystes et ils ont une espèce de confiance aveugle dans des modèles financiers qui sont souvent obsolètes ou des analyses financières qui sont réalisées par les mêmes banques qui essaient de cacher ces actifs pourris. Et le système, en fait, fonctionne comme ça jusqu'à ce que la bulle explose. Et en général, les gens qui ont profité, entre guillemets, de ces arnaques sont protégés. C'est-à-dire que s'ils sont atteints, les États vont les protéger. Donc c'est ce qu'on appelle, ils ont capitalisé les gains pendant la période où ça fonctionnait bien et ils vont socialiser les pertes après. C'est-à-dire que c'est le grand public, vous,
moi, nous, qui allons rembourser ces dettes, puisque les États vont imprimer de l'argent pour secourir, comme elles ont fait en 2008 et comme elles le font en permanence. Donc ce fameux argent magique qui n'existe pas. Et j'évoquerai ça, le rôle des banques centrales, qui sont des acteurs, en fait, qui sont quelque part déconnectés des États et qui vont se permettre de prêter de l'argent et de gagner de l'argent en créant au nom de l'État de l'argent qu'elles vont prêter à l'État, et ce qui permet à ces gens d'avoir un pouvoir et une fortune considérable, pas forcément visible, mais qui est indispensable. Je ne vais pas rentrer là-dedans, il y a des livres très détaillés en fait qui expliquent comment ces acteurs sont apparus sur le marché au fur et à mesure, et à chaque fois par exemple que des présidents américains ont essayé de remettre en cause donc ces réserves fédérales, comme la réserve fédérale américaine qui est un acteur privé, en général ils ont été assassinés assez vite. Donc dès qu'on essaie de toucher à ce qui est secret, donc ce qui est dans l'ombre des États, on est tué. Alors moi, j'ai pas d'informations secrètes, donc je pourrais vous faire aucune révélation, mais il y a des gens qui ont creusé ces sujets, qui s'y sont intéressés, et je vous invite à faire des recherches, parce que c'est un peu comme suivre le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. On découvre un monde qui paraît complètement fou, qui est fait uniquement de mensonges, de faux semblants et de manipulations qui datent depuis des dizaines d'années. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé là? C'est ce que vous découvrez en lisant ces livres qui l'expliquent bien mieux que je pourrais le faire. Donc, juste pour revenir, la monnaie, c'est un instrument qui a été créé pour faciliter le troc, puisqu'avant qu'il y ait la monnaie, il y avait du troc, on s'échangeait ce dont on disposait, qu'on avait en trop pour autre chose. Les banques, elles ont été créées au début pour sécuriser en fait l'argent accumulé. Donc on imagine bien au Far West où quand une entreprise allait devoir payer ses salariés, l'argent était stocké dans une banque, elle allait le récupérer. Ensuite, il y a eu l'argent papier, les bons, etc. Et ça, c'était également pour faciliter la logistique, éviter que ce soit de l'or. Donc, contre ce papier, vous aurez telle ou telle chose. Tout ça s'est passé sur des centaines d'années pour arriver au raffinement aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, de l'argent électronique. Mais l'enjeu n'est pas d'insister véritablement là-dessus, sur les échanges internationaux, le lien de l'or, l'argent, etc. J'en ai parlé. En fait, l'idée, c'est comment ce pouvoir que les Américains ont accaparé sur la base des différentes guerres mondiales qui ont principalement touché l'Europe, qui était la région du monde très puissante en fait dans cette période-là, mais également les guerres qui ont touché la Chine à une époque, guerre de l'opium, etc. Enfin, dans toutes ces régions du monde, comment les Américains sont devenus la puissance majeure, alors que c'était un pays extrêmement récent, puisqu'en fait, il a pas d'histoire. L'aventure américaine commence il y a 300 ans, et avec des immigrés qui vont tuer tous les natifs de cette région, s'accaparer leurs biens, ne jamais respecter en fait les contrats qui signent avec eux, et ce sera finalement un espèce de leitmotiv. Alors je parle évidemment des gens qui dirigent, mais je ne parle pas des Américains qui sont là aussi à nouveau des gens comme vous et moi, et qui souvent ne sont même pas conscients de l'attitude de leur pays vis-à-vis du reste du monde, parce que c'est un tellement grand pays qui s'intéresse essentiellement à lui-même que l'attitude des Américains avec le reste du monde ne préoccupe pas les Américains. Ça les préoccupe uniquement quand ça les touche, comme le 11 septembre, comme à Pearl Harbor ou autre, et là d'un seul coup ils ont envie d'en découdre et de faire la guerre. Donc après Pearl Harbor, je vous rappelle qu'ils ont fait usage 2 fois de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Que feront-ils là aujourd'hui avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, où ils sont particulièrement impliqués, et ils sont en train de franchir, dans le cadre de l'OTAN, mais directement ligne rouge sur ligne rouge avec les Russes. On va le découvrir. Le plus tard sera le mieux. Donc les Américains contrôlent, comme je vais plus détailler, les plateformes technologiques, la banque des règlements internationaux, même si elle n'est pas basée aux États-Unis,
le système SWIFT, puisqu'en fait, ils ont sorti complètement, par exemple, les Russes du système SWIFT dans le cadre des sanctions. C'est quelque chose de terrible, puisqu'en fait, d'un seul coup, tous les Russes ne peuvent plus recevoir d'argent de leur famille de l'international. Les boîtes russes ne peuvent plus être payées facilement. Et réciproquement, ils ne peuvent plus eux-mêmes régler à l'extérieur. Ils possèdent les grandes marques de cartes de crédit, etc., etc. On va le voir. Donc, par exemple, dans l'Internet, juste dans l'Internet, eh ben, Google, Yahoo sont des sociétés à capitaux américains, totalement américaines. Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard, IBM, Apple sont des sociétés qui sont prépondérantes, complètement prépondérantes sur le marché. Elles sont américaines. Facebook, Twitter, Amazon, etc. Donc les Américains, en fait, dans le domaine d'Internet, que ce soit le commerce d'Internet, que ce soit la navigation sur Internet, ont le contrôle, mais c'est également eux qui ont le contrôle de la société qui vous permet d'acheter une adresse en .com sur Internet, également en .net, etc. Donc, ils contrôlent ça, ils contrôlent ce qui va avec, donc ils sont le gendarme. Et avec la NSA, on sait par les révélations de Snowden et Assange qu'ils ont une idée très précise de tout ce qui se passe sur Internet. Ils collectent ces informations et comme je l'ai dit dans une autre capsule, avec l'intelligence artificielle, ils sont capables donc de rentrer déjà de plus en plus dans les informations sans avoir besoin de faire appel à des humains pour aller chercher dans toutes les conversations qui ont été enregistrées. Et plus l'intelligence va se développer, plus ils seront capables d'aller chercher dans ces masses colossales d'informations qui chercheront. C'est un peu comme la police scientifique, si vous voulez, qui a gardé des enveloppes ou des traces d'ADN de crimes non résolus il y a 30, 40, 50 ans, et avec le progrès de la recherche en ADN, etc., qui sont capables de résoudre des affaires. Ben, c'est exactement l'idée qu'ont les Américains, c'est d'avoir une connaissance très parfaite de tout ça. Et quand ils ne contrôlent pas un des acteurs de l'Internet, ils font tout pour le détruire. Et on voit que c'est en train de se passer pour TikTok. On a vu que ça s'était quasiment passé à maintes reprises sur Telegram. Donc, ils ont pris un grand contrôle de ce qui s'y passe. Ça se passe aussi pour le géant technologique chinois Huawei. Et typiquement, les Russes n'ont jamais pu développer de boîte technologique. Ils ont une technologie, mais pour un usage militaire, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux technologies pour construire des puces, etc. Les Chinois sont en train de rattraper les Américains dans ce domaine. Je parle de la Chine continentale, pas de Taïwan, qui utilise principalement des machines pour faire ses puces qui sont fabriquées en Hollande. Donc c'est un marché qui est assez divisé, mais les grands acteurs, ce sont Intel pour les puces, AMD, encore une fois, des boîtes américaines. C'est-à-dire qu'elles font produire ailleurs, mais c'est elles qui ont les brevets, c'est elles qui ont la technologie. Dans la banque, je reviens sur le dollar, donc contrôle complet. Vous avez Wall Street, qui est la plus grande place financière mondiale. Vous avez Londres, qui est un acteur important. Et en réalité, toutes les autres places financières, à part maintenant les places chinoises, sont relativement anecdotiques par rapport à ce que ça représente. Donc à l'intérieur de Wall Street, vous avez le Nasdaq, le NYSE, mais aux États-Unis, il y a plein d'autres places financières. Grandes banques, Goldman Sachs, JP Morgan, les réserves fédérales dont j'ai parlé tout à l'heure, Visa, Mastercard et la Banque des règlements internationaux. Donc vous voyez que dans le système bancaire, encore une fois, les Américains sont complètement prédominants. Donc l'usage numéro 1 dans le monde, Internet, ils contrôlent. La banque, ils contrôlent. Au niveau des organisations internationales, c'est la même chose. L'ONU est basée à New York. Le Fonds monétaire international également. Donc on sait tous ça puisque notre cher Dominique Strauss-Kahn, c'était lors de réunions là-bas qu'il avait été retrouvé dans un Sofitel, dans une situation manifestement désavantageuse. Et donc Assange, Snowden nous ont permis de voir exactement comment ça se passait et la manière avec laquelle les Américains espionnaient tout le monde dans le cadre de ces organisations internationales pour savoir en avance ce qui allait être dit, les arguments qui allaient être développés pour pouvoir les contrer. Dans l'industrie, Ford, General Motors, Tesla, General Electric qui a acheté Alstom, c'est-à-dire que la France n'a plus aucune indépendance dans ses turbines nucléaires et c'est vrai également pour les sous-marins nucléaires. Donc toute la dissuasion nucléaire française maintenant
est entre les mains des États-Unis. On sait très bien que dans l'industrie, c'est une question aussi d'énormément de brevets. Et Tesla est en train de devenir une boîte avec beaucoup de brevets. Tout ce qui est université, think tank, évidemment, les Américains ont un énorme contrôle parce qu'ils y mettent énormément d'argent. Donc, ils font ce qu'on appelle le brand grant, c'est-à-dire ils attirent tous les plus grands cerveaux du monde dans les universités. Ils essaient de garder ensuite au sein de la Silicon Valley les meilleurs, les plus performants, auxquels ils donnent des sommes d'argent prodigieuses, puisqu'encore une fois, l'argent aux Américains ne leur coûte rien, il ne coûte qu'aux acteurs du reste du monde. Donc vous avez Harvard, MIT, Yale, Princeton et énormément de think tanks dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité en France, puisqu'on remarque qu'au niveau du gouvernement actuel, les conseillers du gouvernement, beaucoup de personnes sont issues de ces think tanks ou des grands cabinets de conseil en stratégie. Alors on a pas mal parlé de McKinsey, qui était un acteur internationalement présent dans les politiques pendant la pandémie partout dans le monde. On entendra sans doute parler, c'est ce que disent pas mal de monde, sur tout ce qui est politique climatique. Un autre cabinet américain, Boston Consulting Group, mais il y a Ben, etc. Et toutes ces boîtes sont omniprésentes à la tête de toutes les grandes entreprises mondiales et elles ont une grande influence. Les Russes ont décidé de les sortir du pays manu militari au début de l'opération spéciale parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles faisaient partie d'une espèce de 5e colonne et qui avait complètement anticipé en fait les sanctions pour les boîtes, et ce qui a failli effectivement rendre la situation extrêmement difficile pour les Russes et empêcher une forme de résilience. Dans la conquête de l'espace, c'est pareil, on a NASA, Starlink, SpaceX, Boeing. Dans l'armement, je ne vais pas vous faire la liste, hein, on sait tous les boîtes comme Raytheon et dans l'aviation d'autres sociétés. Dans le domaine du pétrole, les compagnies les plus importantes, Exxon, Mobil, Texaco, même si les grands pays producteurs de pétrole ont des boîtes nationales, donc Aramco par exemple pour l'Arabie Saoudite, et on a évidemment très connu Gazprom par exemple en Russie. Ce sont des boîtes qui n'ont pas la même présence internationale. Donc on a aussi des boîtes anglaises, hein, BP, ou une boîte anglaise, hollandaise comme Shell, mais les plus gros acteurs restent, acteurs privés, restent les sociétés américaines qui sont quasiment toutes issues de la société créée par Rockefeller au début du siècle qui s'appelle Standard Oil, qui est devenue Esso, en fait, qui a été coupé en 7 sociétés que beaucoup décrivent comme les 7 sœurs de l'industrie pétrolière, puisqu'en fait c'est des sociétés différentes, mais elles auraient encore des relations très précises pour se partager finalement le monde et influencer considérablement sur le cours du pétrole et la manière avec laquelle le pétrole s'achète, etc. Dans le pétrole, il y a aussi les sociétés qui aident à chercher le pétrole, et encore une fois, les Américains sont leaders avec Schlumberger, Halliburton. Dans les médias, CNN, New York Times, Washington Post, etc., ils font la pluie et le beau temps. Maintenant, ils sont rajoutés, ils sont renforcés par le rôle que peut avoir Google, en particulier avec sa filiale YouTube, qui devient un acteur très important des médias et qui peut aussi bien mettre en avant certaines informations qu'en retirer. Donc, avec les réseaux sociaux, on l'a vu avec Twitter, donc avec la censure. Et voilà, dans la santé, évidemment, puisque qui parle de censure, on se rappelle exactement de ce qui s'est passé avec la santé et les scandales qui sont en train de sortir dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, il y a un grand scandale qui est en train d'éclater en Angleterre avec le télégraphe. Et donc, vous avez des sociétés comme Pfizer, St. Jude Medical, Medtronic, qui fabriquent des appareils, par exemple, pour le cœur, mais également pour tout ce qui va être diabète et de plus en plus pour Alzheimer, donc des choses qui sont connectées au cerveau. Vous avez Eli Lilly, Johnson & Johnson, mais donc des sociétés considérables. Également dans le sexe, les Américains sont leaders avec, alors je peux citer les noms, mais YouPorn, etc. Donc dans tout ce que les gens consomment partout dans le monde, les Américains savent ce que vous consommez, comment vous consommez, ils ont les brevets et ils ont le contrôle. Donc on a un monde en fait qui est beaucoup moins équilibré que ce qu'on croit.
C'est-à-dire que les Européens montrent les muscles et disent « mais non, mais on est capable d'être un acteur parce qu'on s'est unis ». Et on voit bien lors de la crise ukrainienne qu'en réalité, ils sont devenus complètement les toutous, parce qu'en fait, les seuls points de nos indépendances, qui pouvaient être l'armée, ont été brisés par l'OTAN, qui est un commandement intégré, donc on n'a plus d'autonomie militaire, on n'a plus d'autonomie sur les instruments. On voit que même l'Allemagne, encore une fois, aujourd'hui, le Premier ministre allemand était aux États-Unis et ils vont mettre des lignes de production de leurs tanks, etc. C'est-à-dire qu'ils vont perdre leur savoir-faire de sous-marins parce qu'en fait, ils ne sont plus capables, parce qu'ils n'ont plus accès aux métaux, ils n'ont plus accès aux énergies dans des conditions raisonnables. Et donc, il y a des lignes entières de production qui vont disparaître là-bas. Donc, parce que Nord Stream 1, Nord Stream 2 a été saboté, très vraisemblablement par les Américains, parce qu'on a des sanctions terribles sur les énergies qui renchérissent tous les coûts, etc., parce que les pays ne sont plus capables en fait de gérer ça. Ils sont en train de tout perdre. Donc on voit que cette domination des Américains arrive à ce point cataclysmique pour l'Union européenne. Alors c'est drôle, j'avais écrit ça en janvier 2022 dans un long tweet sur Twitter, que les choses allaient se passer exactement comme elles sont en train de se passer pour les raisons que je suis en train d'évoquer. Et donc, on en est là. On a, comme j'évoquais, la CIA, le FBI, la NSA, les grands cabinets de conseil qui fournissent un nombre considérable d'informations sur ce qui se passe. Voilà où on en est. On est au bord véritablement d'un écroulement de l'Union européenne, d'un retour à un monde multipolaire. C'est ce que souhaitent les BRICS, donc Chine, Russie en tête, mais ce que ne peut absolument pas accepter les États-Unis. Puisqu'en fait, les États-Unis peuvent fonctionner comme ils fonctionnent uniquement parce qu'ils ont un contrôle total sur le monde avec le dollar et avec toutes les sociétés dont j'ai parlé. Et ce que ne sont manifestement pas prêts à accepter les autres pays, parce qu'en fait, ils ne veulent pas que laissant cette hégémonie se développer, ils deviennent un peu comme le sont les ex-colonies françaises en Afrique, etc. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à expliquer qu'en fait on veut leur bien, mais ils ne se développent pas alors qu'ils ont la richesse, ils ont la jeunesse, ils ont la main-d'œuvre, ils ont l'envie, mais il ne se passe absolument rien là-bas. Alors que, par exemple, en Asie, où on n'a pas eu le même contrôle, ben on voit les pays se sont complètement redressés à une vitesse prodigieuse. Et si vous allez au Vietnam, Thaïlande, Birmanie, etc., ils ont une économie, une industrie forte. Et ce sont des pays qui travaillent main dans la main avec la Chine, qui est présenté comme un pays terrifiant. Donc, bizarrement, ce pays qui est présenté comme un pays du mal, un pays aide tous ses voisins à avoir un développement économique très fort. C'est pareil pour la Russie avec ses voisins. Et nous, en Europe, c'est pas du tout le cas. Pas de croissance. Et aujourd'hui, en 2023, on doit prendre des douches froides. On doit maintenir la température pas chère. On va devoir se serrer la ceinture parce qu'il va y avoir une inflation calamiteuse de tout. Les boulangers sont en train de fermer par dizaines, peut-être même par centaines tous les mois. On a une explosion des faillites, on va avoir une augmentation considérable du chômage et on a un sentiment de mal-être qui se développe alors qu'on a des pays qui sont merveilleux, magiques, mais dont les dirigeants nous amènent dans cette situation catastrophique. Alors excuse-moi pour cette introduction un peu calamiteuse, Chantal. C'est pas calamiteuse. Quelles sont tes questions ? Mes questions, c'est est-ce qu'il y a un espoir en fait de se délivrer pour moi, c'est l'État profond dont tu parles en fait. J'ai l'impression que même l'État américain n'appartient plus, je veux dire, à ses dirigeants. Bien sûr. Vraiment, on est dépossédés. Je veux dire, nos dirigeants, c'est des clowns, alors plus ou moins rigolos. Bon, Zelensky, là, ils ont fait très fort. Nous, Macron, tu parles de lui quand il joue au piano ? Oui, qu'il fasse n'importe quoi, le piano ou autre. Mais... Donc, on a deux comédiens. Déjà, on a Macron, qui a toujours rêvé d'être comédien. Donc là, c'est grandiose pour lui, puisqu'il peut faire des mises en scène quotidiennes. Et on a Zelensky, on a Biden, voilà. Donc, en fait, c'est une Van der Leyen, mon Dieu, quelle horreur. Et tu vois, je me dis, mais est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là ?
si tu veux, c'est clownesque. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis comment les gens qui ont même, enfin moi je sais pas, qui ont fait des études ne voient même pas ça. Enfin si, il y en a qui le voient, attention. Il y a quand même des gens magnifiques qui ont tout compris et qui voient. Mais tu as d'autres gens, franchement, je me demande... Ben, c'est peut-être le rabâchage par les grands Mais médias, non, en fait. mais c'est pas possible de pas le voir. Enfin, on voit bien que les États ne commandent plus rien. Alors, quand tu Non. discutes avec des personnes d'un certain niveau, ils te disent, en général, qu'ils ont tellement souffert à chaque fois qu'ils ont essayé de comprendre pourquoi c'était aberrant, qu'ils ont décidé de débrancher. En fait, c'est quasiment des recettes de psychologie, donc tout le monde connaît un peu Milgram, etc. Donc l'étude des réactions de la société a été faite, c'est de plus en plus connu, l'intelligence artificielle le raffine, et donc ils savent très bien qu'à part un tout petit nombre de rebelles, comme toi, moi, un certain nombre de personnes, toutes les autres vont accepter de se déconnecter et de se laisser livrer aux États, qui eux-mêmes, on le voit de plus en plus, prennent entre guillemets d'assaut les élections avec leurs médias, avec beaucoup d'argent, éventuellement avec des tricheries, partout dans le monde, même dans les plus grandes démocraties, qui ont l'habitude de reprocher aux autres pays de faire des fraudes, mais en fait, c'est pratiquement des enfants de cœur. Et donc les gens, peut-être qu'ils pourraient s'en rendre compte, mais ils ne veulent même plus se poser la question. Moi, souvent, j'ai des amis qui me disent, mais écoute, tu sais, adviendra ce qui pourra, mais moi, j'aime bien partir en vacances au ski, j'aime bien aller dans un bon resto. Et si quand je débouche un grand cru, je me dis, on est à la veille d'une guerre nucléaire, il n'aura pas le même goût, donc je vais arrêter de penser à ça, j'en profite. Et nous, on est là un peu comme des empêcheurs de tourner en rond, donc on a le mauvais rôle, puisqu'on est entre ceux qui veulent nous censurer au cas où on réveille trop de monde, et tous ceux qui n'ont pas envie de nous entendre parce que ça les énerve, qu'on leur rappelle qu'ils ressentent en eux qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, mais ils n'ont pas envie d'y penser parce qu'ils n'ont pas le contrôle de ça. Mais moi, j'ai remarqué beaucoup que, par exemple, dans les pays africains, ils sont extrêmement libres, ils sont extrêmement friands d'informations, et ils ont une conscience de plus en plus élevée. Mais comme en Chine, contrairement à ce qu'on pense, les Chinois ont vraiment une conscience de ce qui se passe dans le monde. Et nous, on n'a pas du tout une conscience de ce qui se passe en Chine, qu'on a une image d'Épinal de la Chine. Et c'est encore plus fort en Russie. D'une façon générale, c'est relativement fort dans les pays où il y a une éducation de bon niveau, et ce qui n'est clairement pas le cas aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on a une augmentation très forte de la non-alphabétisation des gens. Donc c'est un pays qui est très très mal dans les classements internationaux. Fois, franchement. Et l'espérance de vie baisse. Donc on voit les pays où l'espérance de vie baisse, où l'éducation des enfants baisse, c'est des pays qui considèrent qu'en fait ils n'ont besoin de moins en moins de monde. Puisqu'en réalité, le Great Reset et tout ce qui se passe, est-ce que c'est pas se dire finalement cette société elle est obsolète, il y a trop d'habitants, pas trop d'habitants sur Terre, mais trop d'habitants par rapport à l'usage qu'en ont les personnes en fait qui ont tous les plaisirs dans le monde. Alors pour prendre des films de science-fiction, imaginons qu'il y a dans le monde quelques millions de milliardaires et millionnaires, donc sur 8 milliards d'habitants sur Terre, quelques millions, c'est rien du tout. Et ces gens-là se disent, et il y en a qui se sont exprimés sur la question, comme Bill Gates, Soros, etc., se disent, on n'a peut-être pas besoin d'avoir plus de 500 millions, 700 millions, 1 milliard. Alors il y avait les Georgian Guidestones, donc ces pierres sculptées sur lesquelles en plusieurs langues il y avait un certain nombre de choses écrites, dont il faudrait réussir à maintenir la population mondiale sous les 500 millions d'habitants. Donc c'est une des vraies questions qui ont été détruites d'ailleurs pendant la période du Covid. Est-ce qu'elles seront reconstruites ailleurs ou pas? Je pense que le message était passé. Donc c'est une vraie question que se posent les gens qu'on appelle complotistes. Et en général, les questions qui se posent, malheureusement, elles se réalisent dans les mois suivants. Donc, comment les choses vont évoluer? Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment l'exemple de Matrix. Il y a quand même pilule beaucoup de rouge, gens qui se pilule bleue. réveillent, je t'assure. Même parmi les gens que je connais beaucoup de gens qui, par rapport au vaccin,
qui ont compris qu'ils s'étaient fait avoir, en fait, et qui m'ont dit plus jamais. Enfin, ils veulent plus, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont malades quand même. Même mon coach, il a des effets secondaires incroyables. Enfin, bon, je ne vais pas citer des noms, mais il y a vraiment des gens que je connais qui sont ennuyés, qui m'ont dit on ne me touchera plus. Mais c'est surtout pour les plus jeunes, en fait, que c'est terrible. Et les petits jeunes, les jeunes en plus. Et ils recommencent, tu vois, à faire les VRP pour un vaccin qui est très controversé. Très dangereux, qui a déjà été très controversé. Ils recommencent à faire les VRP comme si il fallait vivre en étant vacciné en permanence. C'est une horreur. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être dirigé par des gens foncièrement mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, écoute, alors là, pour reprendre le pape, l'ancien pape Benoît XVI a écrit dans plusieurs lettres qu'il considérait qu'aujourd'hui, sur Terre, on avait la présence de ce qu'il appelle finalement l'antéchrist. Donc, mais est-ce que ça veut dire qu'une personne est véritablement l'antéchrist ou c'était la notion de mal diffus à l'intérieur d'un certain nombre de personnes? Tout ça, c'est anecdotique. J'ai un ami qui s'appelle Stanislas Berton qui a beaucoup écrit sur ce sujet, qui écrit énormément, qui s'intéresse à toutes ces questions d'interférence entre le religieux, le bien, le mal. De toute façon, quand on parle de guerre, de civilisation contre l'humain, je le disais en introduction, ce que tu évoques, en fait, c'est cette culture woke. On voit qu'au fur et à mesure des années, tout le lien social a été détruit. Donc parce que l'originalité, si tu veux, d'un être humain n'est pas gênante. Non. Moi, j'ai des amis homosexuels, je veux dire, qui sont enfin, je veux dire, même eux sont choqués, beaucoup par le mouvement woke. Donc, c'est la vulgarité, la grossièreté, même, je sais pas, c'est pire encore la vulgarité que la grossièreté, mais il faut que tout ce qui est beau ne le soit plus et que tout devienne laid. C'est le culte de la laideur, moi, qui me choque, tu vois. Plus c'est laid, plus c'est beau. Enfin, pour eux, plus tu mens, plus tu es normal. Plus, je sais pas oui, moi, c'est l'inversion. Plus le sexe est laid, plus c'est beau. Enfin, je veux dire, les enfants, quand même, c'est merveilleux. Les enfants, je sais pas. Bon, bien sûr qu'il y a toujours eu des horreurs, enfin, dans la pédophilie, mais maintenant, c'est presque normal. Tu vois, c'est pas normal, mais et ben maintenant, tu as vu les Espagnols. Qui légalisent la zoophilie. Bon, bref. Enfin, c'est une dingue qui a fait ça, et puis les gens vont contester. Oui, mais en fait, dans la plupart des pays du monde, c'était même pas pénalisé. En fait, l'Espagne était une exception en pénalisant ça, parce que dans plein de pays, c'est même pas une question. Mais maintenant, ils pénalisent plus, ils disent que c'est autorisé. Oui, mais eux avaient pénalisé ça. Et ils le autorisent pour se mettre dans la norme européenne. J'ai un peu de mal, tu vois, non, mais c'est horrible. Même de retraiter ça me dégoûte. Enfin, bon, bref, c'est ignoble. En plus, j'adore les animaux. Alors, imagine, j'avais vu des fois des Allemands, les chiens, le pauvre, il y avait un chien, il était dans un état, je me suis dit, mon Dieu, quelle honte. Tu vas enlever le chien, quoi. Il devait être... Enfin, c'est horrible. Donc, non, mais c'est atroce. Alors, tout ce qui est laid... Mais derrière la culture woke, il y a quand même véritablement... Il y a eu la destruction de la famille, de ce qu'était une famille, c'est-à-dire un père, une mère, depuis la nuit des temps. Et maintenant, il n'y a même plus, comme ça n'existe plus, ils détruisent l'idée de sexe. Puisque maintenant, tu as un différent, et puis maintenant, tu as quasiment des dizaines de catégories. Et ça ouvre la porte à quelque chose de pire, c'est de donner une humanité à la machine. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est de nous amener à que l'être humain petit à petit l'être humain amélioré, donc avec des drogues, puis avec des machines, etc. Surtout que l'être humain n'est plus le respect de lui-même, qu'il n'ait plus la sensation que la vie c'est peut-être sacré, qu'il y a quelque chose qui nous transcende, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est tellement beau quand on regarde la nature, la création, c'est tellement divin, sublime. Et comment tu ne peux pas sentir tout cet amour et cette beauté qui nous a été donnée, puisqu'on peut vivre sur une planète quand même qui est quand même exceptionnelle. Tu vois, il y a des gens merveilleux sur Terre. Moi, franchement, d'être allée sur Twitter, ça m'a redonné le moral parce que j'ai vraiment vu qu'il y avait des personnes magnifiques sur Twitter et je me suis sentie du coup moins seule parce que c'est vrai qu'on ne peut pas échanger avec tout le monde, mais franchement, de savoir que toutes ces personnes existent, ça m'a fait vraiment du bien, tu vois. Et je me dis très entourée en même temps. Ah, oui, je ne suis pas seule dans ma vie, mais je veux dire qu'il y a quand même des gens assez magnifiques sur Twitter. Et moi, je ne connais pas les autres réseaux, mais je me dis qu'il y a quand même peut-être 50% au moins de la population qui est magnifique et qui peut nous donner l'espoir que tout ça va changer
qu'il n'y aura pas une guerre atomique, qu'il n'y aura pas la guerre en Ukraine qui vont se calmer. Pourquoi ils sont... J'ai compris pourquoi. Non, maintenant, j'ai bien sûr compris, si tu veux, l'état profond, enfin, en tout cas, ce qui mène le monde, là, les banques centrales, tous les trucs, là, j'ai un petit peu compris. Mais comment on va faire pour le renverser? C'est pour ça que j'ai espoir en Poutine. Et bien exactement. En la Russie, c'est ce que j'avais envie de répondre à ta question. Bien qu'il ne soit pas parfait, j'imagine, mais en fait, c'est quand même... Moi, je préfère avoir un président comme ça, je te le dis. Mais pour répondre à ta question, moi, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans le cadre de ce moment où le système tel qu'on l'a vécu peut-être depuis un siècle est en train d'exploser complètement sur lui-même, c'est-à-dire ce système dit de société de consommation, il est en train d'exploser sur lui-même et on va avoir peut-être un retour à des choses plus spirituelles qu'on ressent dans la société et finalement le porte-étendard un peu de tout ça, c'est la Russie. Et on remarque qu'ils entraînent petit à petit dans leur sillage de plus en plus de monde, de plus en plus de pays, donc de monde à l'intérieur des pays. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que dans tous les pays, ils essayent de renforcer des lois, ils essayent de renforcer des manœuvres pour censurer et quasiment pour pousser à la clandestinité des gens qui pourraient dire des choses positives sur la Russie, etc. C'est extrêmement mal vu. C'est même pire que mal vu. Et moi, j'ai pas mal d'amis qui voient que je m'exprime ouvertement sur ces sujets-là et qui me disent « Ah bah tiens, vraiment, c'est bien, moi j'aimerais bien pouvoir en parler, etc. » Je suis ravi qu'on puisse déjeuner ou dîner ensemble et l'évoquer. J'ai rencontré des personnes, elles me disent écoute, on sait ce que tu dis, c'est vrai, mais nous, dans le travail que je fais, les relations que j'ai, si je dis ce que je pense, je suis foutue. C'est-à-dire que j'aurais... Tu vois, tu peux même pas... Je pense qu'il y a plein de gens qui savent que voilà ce qui se passe vraiment, mais ils pensent que si ils expriment ce qu'ils pensent vraiment, ils vont perdre leur job ou ils vont être mal vus. Vraiment, c'est vrai ça. Bien sûr. Tu vois, non, mais... Là, nous, on prend des... Enfin, moi, je ne prends pas de risque spécialement. Enfin, j'espère que je n'aurai pas de problème. Tu vois, mais quand même... Le principal problème, moi je pense, et c'est vraiment très sincère, c'est-à-dire que si on ne fait pas cet exercice aujourd'hui, le système qui est en train d'exploser et qui est en train de cannibaliser complètement la société, donc c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes que tu décrivais comme mal, qui sont des espèces de psychopathes et qui sont en train de manger complètement le monde. C'est-à-dire qu'ils ont du pouvoir, et de le détruire. Ils ont tous les pouvoirs. Ils ont le pouvoir de nous injecter à peu près ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne sont même pas obligés de dire la recette de ce qu'ils nous injectent. Ils ne sont même pas obligés de dire rien du tout. On se rend compte que les essais cliniques étaient complètement bafoués, qu'ils affirmaient qu'ils avaient des résultats qu'ils n'avaient pas, etc. Et on a des fact-checkers qui peuvent détruire, des journaux qui peuvent humilier, qui peuvent désocialiser complètement, mais qui ne s'excusent pas après. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer par un artifice intellectuel qu'en réalité, la réalité de la science, la vérité de la science était ça. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est autre chose, mais à l'époque, eux ne mentaient pas. Et aujourd'hui, ils se réalignent sur ce qu'est la nouvelle vérité de la science. Et en fait, ils n'ont jamais menti. En revanche, ceux qui étaient dans la vérité à l'époque, avant que ce soit la vérité de la fausse science, en fait, de la religion, eux sont des menteurs. Et on a l'exemple avec finalement les suspendus dans le domaine médical qui ne sont pas réintégrés pour la simple et bonne raison que c'est finalement les gens les plus courageux de la société. Ils ont osé... alors qu'ils auraient pu faire des faux certificats, ils auraient pu tricher, ils auraient pu mentir, etc. Ils ont complètement assumé leur position, ils ont pris avec beaucoup de courage des décisions très impliquantes. Je ne dis pas que d'autres personnes n'ont pas eu beaucoup de courage pour continuer à exercer leur métier, à accepter quelque chose dans lequel ils ne croyaient pas et qui était une défiance à leur bon sens. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exceptions. Il y a eu des gens qui ont refusé, et parce qu'ils ne voulaient pas et ils ont accepté de mettre leur vie en danger. Et il y a d'autres personnes qui ont accepté et qui ont d'une certaine manière mis, entre guillemets, leur vie en danger pour pouvoir continuer à exercer leur métier parce que des gens avaient besoin d'eux. Parfois, ces gens-là, on les oublie. Donc, c'est qu'en fait, le courage, c'est pas toujours de dire non. Parfois, le courage, c'est aussi de dire oui.
à quelque chose qu'on ne veut pas. Et c'est également particulièrement difficile. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Aujourd'hui, l'espoir, c'est la résistance. De voir tous ces gens qui meurent en Ukraine, les C'est Ukrainiens. terrible. Moi, j'ai de la peine, franchement, même si dedans, il y a bien sûr des gens qui sont dans des mouvements néo-nazis, mais vraiment, j'ai de la compassion de savoir qu'il y a tellement de gens qui meurent en Ukraine. Et qui souffrent au quotidien. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Il y a eu la Turquie, la difficulté les de Russes contacter qui leur meurent famille. aussi, parce qu'il y a des morts en Russes, même s'ils sont moins nombreux, mais enfin, c'est horrible tout ça. Et puis surtout, les effets dominos qu'il va y avoir. Puisqu'en réalité, un effet indirect de ça, c'est l'inflation terrible qui est en train d'exploser dans les pays européens, mais c'est aussi, et c'est un risque extrêmement sérieux, un risque de famine dans des pays en Afrique qui ont beaucoup souffert de la période du Covid. Il faut imaginer que pendant cette période de Covid, il y a des pays comme le Sri Lanka, mais d'autres pays africains où ils n'avaient plus autant d'argent qui pouvait venir des personnes qui les aidaient en Europe avec les suppléments de revenus qu'ils pouvaient avoir. Et on a cet effet domino qui est en train de se passer. Mais c'est rien, je crois qu'ils ont été arrêtés en Espagne, ils étaient pour l'Afrique. Des régions entières du monde qui vont souffrir. Donc effectivement, ceux qui souffrent clairement aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Mais si la Russie utilise la force, comme on l'a vu depuis le début, ils sont obligés, c'est parce qu'en fait, si eux ne le font pas, et c'était une phrase de Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe au tout début de l'opération, qui disait « Si la Russie ne dit pas non maintenant à ce qui est en train de se passer dans le monde, plus personne ne pourra jamais le dire. » Alors, les Chinois pourront à un moment ou un autre le dire, mais c'est quand même une puissance économique, industrielle très forte, donc ils peuvent faire mal sur ce plan-là. Pour l'instant, c'est une puissance militaire qui est en train de se réveiller considérablement. Donc, elle est des millions de soldats mobilisables. On parle de 20, 40, 100 millions de soldats mobilisables. Donc, si on compare avec la Russie, avec peut-être 1, 2 ou 3 millions de soldats qui seraient mobilisables, on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et les États-Unis qui ont un mal fou à recruter. Un mal fou à recruter parce que ils ne font plus rêver comme avant. C'est-à-dire que des gens de l'étranger qui étaient prêts à rejoindre l'armée américaine comme on rejoint la Légion étrangère en France, il y en a moins. Et le confort dans nos sociétés, etc., mais aussi cette culture woke rend les choses extrêmement difficiles. Si vous amenez à voir toutes les caricatures en fait, des personnes importantes dans l'armée américaine qui sont complètement woke, vous dites c'est très étonnant. Enfin, toutes ces publicités. Et encore une fois, ça n'a rien de... Oui, moi, si j'ai des amis, je te dis, je m'en fiche, moi, d'être contre ça. Cette possibilité doit exister. Ils attaquent les enfants, surtout, c'est ça qui est très grave. Mais le problème, c'est pas que ça existe. Moi, ça me pose aucun problème que ça existe. Le problème, c'est qu'on mette ça en avant, qu'il y ait un prosélytisme très fort pour mettre ça en avant, comme si ça devait devenir la norme. Et ça se traduit par l'explosion du nombre d'enfants qui demandent à prendre aux États-Unis des traitements hormonaux pour attendre de savoir quel est le sexe qu'ils veulent. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça peut avoir des conséquences pour toute leur vie. Alors, ça a moins de conséquences quand c'est une femme qui veut devenir un homme que quand c'est un homme qui veut devenir une femme. C'est-à-dire que les hormones sont plus dangereuses pour l'homme qui voudrait devenir une femme que pour la femme qui voudrait devenir un homme. C'est parce qu'elles sont plus ou moins naturelles. Mais c'est vrai que l'enjeu woke, et c'est là où la Russie, quelque part, a eu tout faux, c'est qu'ils ont ce projet, comme l'ont eu avant d'autres présidents qui ont tous été renversés, de créer une monnaie plus autonome avec la Chine et les BRICS. Donc ils ont montré leur résilience puisqu'ils existent en dehors du SWIFT, sauf pour un certain nombre de domaines comme les transactions dans le nucléaire par exemple et autres, parce qu'ils sont quelque part relativement incontournables. Mais ça, plus le wokisme, c'est clair que c'était la cible à abattre d'urgence et ils ont été provoqués jusqu'à la dernière limite, puisque les Russes avaient toujours dit que l'Ukraine, c'était la limite. Zelensky a été élu pour faire la paix avec les Russes et on voit bien toutes les discussions qui ont été faites de Merkel, Hollande, etc., qui ont dit mais non, mais on n'a jamais voulu respecter les accords de Minsk, on voulait juste préparer cette guerre contre la Russie. Guerre qui était surtout une guerre de sanctions et les sanctions devaient être si fortes qu'ils allaient mettre la Russie à genoux
Et donc, ils pensaient qu'il y aurait une révolution de couleur qu'ils allaient juste accompagner un peu militairement et que les Russes allaient se débarrasser, entre guillemets, du régime de Poutine et remettre un régime un peu fantoche comme à l'époque de Yeltsin. Puis le pays aurait complètement été bossé. On voit qu'il y a plein de cartes qui avaient été préparées d'ailleurs, en disant voilà, la Sibérie, Yakoutie et autres allaient être gérées par exemple, les Américains, et puis plein d'autres petits États qui allaient devenir, enfin régions qui allaient devenir des États. Malheureusement ou très heureusement, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque 83% des Russes sont derrière en fait le gouvernement de Poutine, qui, je le répète, je le dis dans le détail dans une capsule, est en place depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a la même équipe, de plus en plus respectée sur la scène internationale, des gens comme Lavrov, des gens comme Dmitri Peskov, Sakharova, etc., que vous tous commencez à connaître, alors que dans tous les autres pays du monde, en particulier en France, aux États-Unis, etc., il y a tellement de scandales qui explosent sur tous nos hommes politiques que c'est la valse des gouvernements. Aux États-Unis, je pense que Biden doit en être à 4 ou 5 porte-parole, etc. Et alors, on parle tous de fortune cachée des Russes, mais bon, d'abord, c'est normal quand vous faites très bien votre travail d'être bien payé. On nous l'explique en permanence, donc pourquoi ce ne serait pas également le cas des Russes? Mais je pense que c'est même pas significatif, parce que quand vous regardez la vie de quelqu'un comme Lavrov ou de Poutine, ils bossent 7 jours par semaine, 365 jours par an, et sans doute 15 heures par jour. Donc, et encore, là, il ne prend plus au téléphone Macron, mais à l'époque où il prenait Macron, ça faisait encore 1 ou 2 heures pour compenser. Alors, je suis un peu caricatural, mais le temps perdu au téléphone à être avec quelqu'un qui le filmait pour essayer d'utiliser ça et pour se donner de l'importance. Alors, je suis vraiment très énervé par, effectivement, l'attitude des hommes politiques français, parce on a toujours été un grand pays, et on est encore un grand pays pour le monde entier, mais on ne le montre pas. Ouais, la France, c'est extrêmement symbolique pour le monde entier. Oui, on est la France. Tu crois encore ? Les gens aiment la France, ils aiment ils aiment ce qu'on représente. Et je pense qu'ils sont troublés par les gouvernements plus minables les uns que les autres depuis extrêmement longtemps, en fait. Je pense quasiment, malheureusement, depuis De Gaulle et peut-être un peu Pompidou. Mais on a été, à partir du moment où on a complètement cédé, surtout vis-à-vis des Américains, essentiellement depuis 71, et l'Europe, les mensonges de l'Europe, puisque les Français votaient contre, et finalement les gouvernements successifs nous faisaient dire oui au travers d'assemblées pour des choses auxquelles on avait dit non. Plus maintenant. Est-ce que tu as encore une question? On en est à 52 minutes. On a encore quelques minutes. Non, tu sais bien, je crois que tu as déjà dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut espérer la libération? Alors franchement, j'ai beaucoup d'espoir quand je vois aux États-Unis les procès, etc., qui sont en train d'être lancés sur les énormes mensonges. Mais dans le même temps, malheureusement, les hommes politiques américains, ils ont des cabinets, ils ont un certain nombre de personnes qui leur expliquent en réalité tout ce qu'on est en train de vous dire là dans cette capsule, et qui comprennent que s'ils ne réussissent pas à gagner cette guerre en Ukraine contre la Russie, c'est toute l'Amérique, c'est tout le système américain qui va s'effondrer, et par cynisme, réel politique, etc., on sent qu'il y a une forme d'unanimité pour continuer à aider l'Ukraine, pour continuer à injecter des centaines de millions. Si on continue, ça va ça va péter, ouais. Voilà, c'est ça le problème. Non, mais ça va péter, c'est malheureusement inéluctable, parce qu'il y a une très petite minorité de gens dans les médias, dans la politique, aux États-Unis qui se battent pour ça. Donc on a Elon Musk, on a Tucker Carlson, on a Rand Paul, on a pas mal de congressmen là-bas. On a également Donald Trump, qui était un président qui n'a pas fait de guerre. Alors évidemment, son nom n'est pas à la mode, parce que comme Poutine, il a été extraordinairement diabolisé. D'ailleurs, je pense que je ferai une capsule sur Trump pour raconter un peu son histoire. Alors, elle est nettement moins
effectivement romantique et glamour que celle de Poutine quand on la J'écoutais découvre. des discours Mais c'est quelqu'un des de vrais passionnant. discours de Trump traduits. Mais tu sais qu'ils ne passaient pas dans les médias, Bien évidemment. sûr. Mais je disais, c'est pas possible, c'est grandiose. Il Ben avait oui, des discours incroyables. et un instinct énorme. Oui, et quand je voyais les caricatures qu'on nous montrait en permanence, c'est après les discours que j'ai entendus. Tu vois, je dis, mais quand même, cet homme, ils sont en train de le massacrer, quelque part, tu vois. Évidemment, il était un petit peu, tu vois, excessif, mais il n'a jamais fait de guerre. Ça, c'est déjà énorme. Barack Obama, tu as vu le nombre de guerres qu'il a fait pendant ses... Et Barack Obama, c'est pas lui qui gouverne en ce moment, là, avec la Clinton et compagnie. Il y a toujours des... Je me rappelle, il y a quelques jours, la porte-parole, pas la porte-parole, hein, je sais pas, on appelle ça, oui, peut-être porte-parole, hein, donc, qui parle au nom de la Maison-Blanche et qui a gaffé en disant le président Obama. Donc, c'est ça, oui, je sais. mais c'est parce que ça a été un président extrêmement important. Alors, il a eu un prix Nobel. Hein. C'est difficile de comprendre pourquoi. Parce qu'il n'a même pas fermé Guantanamo. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est quelque chose que j'ai pas. Moi, j'avais lu l'histoire. Mais le système judiciaire américain est extraterritorial. C'est-à-dire que la justice américaine s'impose au monde entier si on est en lien d'une manière ou d'une autre avec les États-Unis. Donc, si dans une affaire, il suffit qu'il y ait un email qui passe par un serveur américain et cette affaire peut être prise en main par la justice américaine. Ils ont, avec Guantanamo, créé une extraterritorialité complète. Et le cas Assange, c'est vraiment un cas totalement unique en son genre, puisque c'est quelqu'un que les Américains ont voulu extrader. Et alors, ils n'ont pas non plus envie de l'extrader très vite, donc ils lui ont pourri la vie depuis toutes ces années, ça va être difficile de l'envoyer à Guantanamo pour le mettre en prison, parce que c'est quand même un personnage particulier. Mais ça fait des années qu'il est en prison dans des conditions terribles, qu'il y a des appels, etc. Tout ça pour une affaire qui était montée de toutes pièces et une justice américaine qui a évolué sur mesure pour Assange. Parce qu'en réalité, y compris aux États-Unis, alors que leur constitution, l'article numéro 1, c'est sur la liberté de parole, ne protège pas les lanceurs d'alerte. Et c'est quelque chose de dramatique. Et à part la Russie qui a intégré Snowden et qui intègre pas mal de monde, en fait, de journalistes ou autres qui sont allés révéler un peu l'envers du décor, eh ben, on voit qu'il n'a fait que dire la vérité. Et parce qu'il avait dit la vérité, mais une vérité qui manifestement était interdite, eh ben, sa vie a été complètement détruite. Et pour moi, il est un peu le Mandela des années 2001. Voilà, c'est un personnage qui est très important, comme Poutine. Et je pense qu'un jour, si le monde était normal, eh ben, Poutine ou Assange pourraient être mis dans la liste des gens dignes d'avoir un prix Nobel de la paix, plus qu'Obama, qui t'a choqué encore plus dans cette capsule. Tu veux dire un mot en plus? Obama, les grands-parents d'Obama étaient les directeurs de la banque d'Hawaï de la CIA. Tu le sais, ça? Non. Non? Moi, je l'ai su il y a des années. Et je crois que son père, il avait été recruté... tu sais, en Afrique, ils repèrent les grandes intelligences. Et quand ils ont leur bac ou qu'ils ont fait un peu des trucs, ils les envoient en Amérique et après ils travaillent. Oui, mais c'est comme les Young Leaders. Voilà. Et le papa d'Obama vient de été recruté comme ça, dans ce système, donc des deux côtés. Et la mère d'Obama, en fait, elle était dans des ONG. Mais en fait, c'était pour pénétrer les peuples, tu vois, où elle se trouvait et créer des mini... tu vois, voilà. Donc, c'est des enfants de la CIA, non? Tu crois pas, toi? Ah, c'est clair. Et puis, quand tu parles d'Obama, on peut parler de toutes les sociétés secrètes. J'ai évoqué tout à l'heure Harvard, Princeton, etc. Et clairement... c'est qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés secrètes, qu'est-ce qu'on y dit, qu'est-ce qu'on y partage. Des sociétés secrètes qui ont été créées à partir du milieu du 19e siècle. Donc voilà, on a fini pour cette capsule qui dure presque 1 heure, alors qu'on s'était dit que ça allait durer une demi-heure. Et restons heureux. Un peu différemment. Essayons de rester heureux. Voilà, soyons très heureux. Voilà, conscients mais heureux. Merci Chantal. Merci à toi. Et merci à vous.
Bonne soirée. Bonne soirée.